Chers amis de Tuxin, merci d'être toujours là ce matin pour cette matinale, bien entendu, au cœur des vacances que j'ai toujours le plaisir d'animer, vous le savez. Ce matin, j'ai appelé Pierre-Antoine Plaquevent pour nous parler de l'ami Georges Soros. Et bien entendu, vous avez écrit un très bon livre. Bonjour Pierre-Antoine Plaquevent, comment allez-vous? Bonjour, merci à vous de l'invitation. Ben, c'est normal parce que vous abordez un sujet extrêmement intéressant, Georges Soros, hein, et vous venez de commettre ce livre-là, Soros et la société ouverte, hein, avant-propos de Xavier Moreau et postface de Lucien Cerise. Les éditions, rappelez-nous les éditions, Pierre-Antoine. Aux éditions Culture et Racines. Voilà, Culture et Racines. Je voulais que tous les infos soient le plus précises possible pour que nos auditeurs l'achètent dès qu'ils le pourront. Georges Soros, personnalité extrêmement controversée. En préparant l'émission, je me suis rendu compte que quand on tapait sur les médias mainstream Georges Soros, tous les gens qui critiquaient étaient considérés comme des complotistes, des conspirationnistes, des gens qui voyaient le mal partout. C'est assez étonnant, hein, cette idée que les médias mainstream ont de Soros. Hein. Oui, bah, c'est toujours la même, le même argument fallacieux, hein, parce que bon, c'est pas un complot, c'est un projet de société. L'essentiel de mon travail est fait à partir de sources ouvertes, Ouais. hein, et notamment même les sources de sa propre fondation. Et en fait, tout y est assez clair. Et il ne se cache pas de son action depuis plusieurs décennies. Bon, maintenant, il est assez âgé, donc c'est Ouais. toute une entreprise en quelque sorte qui maintenant il a légué à l'un de ses fils et qui va continuer. Ouais. Donc, si vous Ouais. voulez, voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'on va en parler après d'Alexandre Soros, parce qu'il était d'ailleurs il a souhaité le bon anniversaire à Kamala Harris. J'imagine que ça ne vous a pas étonné, mais on va en reparler du fils Alexandre Soros. C'est intéressant parce que dans ce livre-là, alors vous détaillez ça, vous dites que c'est c'est un travail d'enquête et d'analyse. C'est pas un pamphlet, c'est pas un essai, c'est un véritable travail d'enquête et d'analyse sur les sources ouvertes, hein, ce Oui, oui, livre-là. c'est ça. C'est une enquête de plusieurs années, et Ouais. puis une mise, comment dire, mise en relation avec aussi son système philosophique, sa Ouais. pensée. Soros a aussi produit beaucoup de livres, ou en tout cas, il a fait écrire des livres, il en a écrit lui-même. Et donc, c'est quelqu'un qui veut agir sur le monde et il ne s'en cache pas. Donc, on en a plein de sources que l'on peut utiliser. Et si on croise ça avec d'autres informations plus confidentielles auxquelles j'ai eu accès, ben, on a un tableau d'ensemble qui est assez clair. Donc, pour résumer, si vous voulez, Ouais. c'est un mania de la finance, hein, qui a d'abord qui a fait fortune dans les années 70, qui est à l'origine de ce qu'on a appelé les hedge funds. Donc, son fonds personnel était, une fois qu'il avait rejoint une certaine masse critique, en quelque sorte, il a pu arriver à commettre des activités dont certains considèrent que ce sont de la piraterie financière, comme l'attaque sur la livre sterling au début des années 90. Et puis, parallèlement à ça, il a toujours été, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est obsédé par le politique et par l'action sur la société et la volonté de transformer la société selon sa vision du monde. Donc, il a été formé à la London School of Economics. Après Ouais. être parti de Hongrie, donc il est allé à Londres. Et de là, il a rejoint un peu les réseaux financiers londoniens. Et il a été formé à la London School of Economics, notamment par Karl Popper, dont il a Mhm. repris un concept clé qui est l'idée de société ouverte. Ouais. À partir des années fin 70, début 80, il s'est acharné à faire de l'influence, notamment dans les pays de l'ex-bloc soviétique, dont il était lui-même originaire, à la fois pour étendre son influence et sa sphère d'activité, mais aussi pour transformer ces sociétés, et avec l'idée finalement d'étendre la démocratie libérale en quelque sorte au monde entier en fait. Mhm. Euh, et avec cette idée, donc cette idée simple, en fait, toutes les sociétés, si on s'oppose à ce projet en quelque sorte de cosmopolitisme radical, eh bien on est fermé. Donc il y a la dialectique de l'ouvert et le fermé. C'est repris donc du livre de Karl Popper qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis. Donc finalement, vous avez d'un côté le modèle d'ouverture et puis de l'autre les ennemis de ce modèle-là, qui sont ce qu'on appelle maintenant les régimes illibéraux. Voilà. Et en fait, c'est une méthodologie finalement pour saboter en quelque sorte la stabilité des sociétés qui vient entraver la marche des intérêts
des gens comme Soros. Moi, je vois ça comme une forme de lutte des Ouais, classes inversées, où ce sont les ouais. plus riches Mm. de la planète, en quelque sorte, et Ouais. la haute finance spéculative, qui essaye de créer un modèle politique qui correspond à ses intérêts le plus élargi possible, modèle politique le plus élargi possible. Parce que c'est vraiment intéressant d'avoir cette analyse-là. Bon, il y a pas mal de choses qui sortent sur Soros, bien entendu. Et finalement, on nous parle beaucoup de nouvel ordre politique international. Vous en parlez, de nouvel ordre mondial. Et finalement, les médias mainstream, la classe politique, presque dans son ensemble, du moins dans nos sociétés dites démocratiques, entre guillemets, vous le savez, finalement, nous disent que pas du tout, il n'y a pas de nouvel ordre mondial, alors que Emmanuel Macron, il y a 3 4 ans, en avait parlé tout à fait librement. Donc, finalement, c'est ce projet. Alors, le projet est vaste, mais c'est aussi ce projet que Soros essaie de coordonner avec des moyens financiers délirants. Et vous le dites, hein, c'est des moyens financiers, mais qui sont C'est une mais fondation qui pharaoniques. a, par exemple, Ouais, pour l'année 2023, c'était 1,7 milliard de dollars. C'est, je crois, 32 milliards de dollars sur les ouais, 40 et quelques années d'activité. ouais, Donc, en fait, c'est effectivement, Soros lui-même a été à un moment donné un des hommes les plus riches de la planète. Et donc, ouais, c'est un petit peu, vous voyez, l'équivalent de ce que fait Bill Gates en matière de santé et au travers de l'OMS, par exemple. Eh bien, Soros va le faire sur les questions de société. Et c'est pour ça que je parle de métapolitique, parce que ce sont des gens qui font même pas de la politique, mais du politique, c'est-à-dire ils transforment les sociétés à l'insu même des systèmes politiques classiques, et ils y mm, parviennent. Karl Popper avait théorisé à son époque l'idée d'ingénierie sociale ouais, progressive par palier. mm, Il ouais, reprochait aux bolcheviks d'avoir voulu transformer la société trop violemment, et quand vous y allez trop violemment, en quelque sorte, vous créez ce qu'en cybernétique on va appeler une rétroaction qui peut vous échapper. Eh bien, Karl Popper préconisait donc de faire ça progressivement. C'est ce que sont fait les réseaux Soros depuis les 30, 40 dernières années. Et en fait, s'il y a un projet de nouvel ordre mondial, ce terme de nouvel ordre mondial est employé par les globalistes eux-mêmes. En fait, moi, je parle de globalisme politique. Quand vous mm, étudiez, par exemple, les différentes théories des relations internationales, il existe une théorie du globalisme politique en théorie des relations internationales. mm, C'est même enseigné dans les écoles de sciences politiques. Mais ce sont des choses qui ne sont pas enseignées au grand public. Alors, après, apparaît effectivement l'idée de complot ouais, où là mm, peuvent se greffer des thèses plus ou moins fantaisistes sur quelque chose qui est réel, c'est-à-dire la volonté de transformer la société selon les intérêts des hommes les plus riches du monde. Et ça ne se fait pas sans accroc. Par exemple, en ce moment, vous parliez ouais, justement de l'Amérique, eh bien, ouais, vous avez même un affrontement au sein des milliardaires, en quelque sorte, puisque vous voyez que le projet de Musk ouais, est différent de celui de Soros. Donc, en fait, mm, il faut avoir une approche politique ou je dirais mm, politologique de ces questions-là. Moi, c'est ce que je fais depuis des années. Et en fait, mm, là, bon, l'accusation de complotisme, elle est balayée. Vous savez, le terme de complot, un des mm, chefs d'accusation du tribunal de Nuremberg contre les nazis, c'est précisément l'accusation de complot contre la paix. Donc, mm, autrefois, on parlait aussi de complot contre la sûreté de l'État. C'est une ouais, accusation en France. Donc, ouais, c'est un terme qui maintenant est utilisé de manière pour enfermer justement les ennemis de la société ouverte. Donc, ouais, voilà. Parce que ce projet se heurte à deux choses. Il se heurte à une problématique géopolitique où maintenant, eh bien, des États refusent d'être dilués dans le cosmopolitisme. C'est le mm, cas des pays des BRICS ou de la Chine, de la Russie, de cette nouvelle majorité mondiale, comme on l'appelle maintenant. Et puis, c'est aussi le cas des populations internes à l'Occident qui se rendent compte qu'en fait, progressivement, on change leur mode de vie, on transforme leur mode de vie. Vous savez, il y a des phénomènes en fait, tout l'objectif de cette société ouverte, c'est de présenter des phénomènes comme juste des phénomènes naturels. Par exemple, vous avez les migrations. Oui, il y a des flux migratoires. Mais mm, une chose, c'est par exemple les différentiels démographiques entre Afrique et Europe. C'est une ouais, chose. Mais quand vous organisez le transfert massif de population
du sud vers le nord, avec toutes les ONG dont je parle dans mon livre, qui Ouais. sont financées en sous-main par l'Open Society Foundation, la Mm. fondation de Soros, Mm. eh bien, vous avez toutes ces ONG actives en Méditerranée centrale, par exemple. Donc, ça accélère, ça augmente un phénomène qui est déjà naturel, mais qui pourrait être stoppé. Et idem aux États-Unis, genre l'afflux de migrants. Vous aviez eu, par exemple, Mm. la fameuse marche des migrants là, qui Ouais. passait vers les États-Unis. Bien, ça, Mm. c'était appuyé par les réseaux Soros, toutes les ONG. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez cette grande fondation, l'Open Society Foundation, qui a son budget de presque 2 milliards par an, qui Ouais. elle-même est active au travers donc de 120 organisations dans le monde entier et qui va alimenter tout un tas d'ONG qui elles-mêmes vont être actives sur le terrain. Mm. Et donc, chaque année, ils allouent, je crois, 50 000 bourses à des ONG qui sont actives dans le Mm. domaine de l'immigration, des changements sociétaux du type agenda LGBT, Mm. dans la légalisation des stupéfiants, dans tous ces Mm. domaines-là qui, en fait, vous savez, tout ce que constatent progressivement, on pourrait dire, les gens attachés au bien commun ou à la Ouais. stabilité de la société, eh bien, dans tous ces domaines-là, ils vont agir. Voilà. Et ça, c'est Mm. pas du complotisme, parce que Mm. Ouais. ils s'en revendiquent. Pour eux, Oui, c'est oui. changer la société dans un sens positif. Mais alors, Mm. le problème, c'est que ça n'est pas, en fait, ça n'est pas démocratique. C'est-à-dire, ça n'est pas Ben fait oui, parce que avec. Pierre-Antoine, je vous remercie d'être là ce matin. Pierre-Antoine Plaquevent, pour ceux qui viennent qui viennent de nous rejoindre sur la matinale, hein, Tocsin, Soros et la société ouverte, lisez-le. Livre extrêmement intéressant. Vous l'avez dit, vous parliez aussi dans le livre, finalement, où vous le dites, de prétexte démocratique, parce que tout ça finalement est enveloppé dans une bienséance, dans une Ah ben, démocratie, dans évidemment. un amour. Voilà. Mm. Comment dire, Ouais. c'est la forme on peut plus Ouais. inventer, enfin, c'est la forme contemporaine de l'impérialisme, vous voyez, c'est-à-dire on va l'habiller avec les droits de l'homisme, c'est-à-dire Ouais. et donc ça permet de faire de l'influence, de l'ingérence, ce qui avait été théorisé par certains, même en France, comme Bernard Kouchner, qui parlait d'ingérence humanitaire. Donc, au Oui. nom de l'humanitarisme, on peut s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres pays. Et Mm. on peut donc utiliser ces leviers pour pousser ces pays à adopter des positions politiques qui nous sont favorables. Alors, qui sont Mm. favorables à qui? Eh bien, à cette espèce de. On parle souvent d'impérialisme américain, mais on est au-delà de ça. C'est-à-dire, pour moi, je parle vraiment d'impérialisme globaliste. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est transnational et qui a pris Mm. qui a des, si vous voulez, des assises dans Mm. certaines zones, mais qui a vocation déjà à transformer l'Occident lui-même. Et une fois que l'Occident est tenu, eh bien, utiliser l'Occident comme une plateforme pour ensuite transformer d'autres régions du monde et les inclure progressivement dans cet ordre qui a Mm. vocation à être planétaire. Mm. L'idée centrale du cosmopolitisme, c'est que finalement, il faut rejoindre une forme politique planétaire. Vous savez, vous avez des gens comme Attali en France. Attali, Mm. c'était un grand turiféraire de Soros. Hein. Il admire beaucoup Soros. Attali qui disait que par le capitalisme, on pourrait rejoindre finalement plus simplement les objectifs internationalistes que par le socialisme. Attali nous expliquait que c'est justement l'idée d'un gouvernement mondial qui amènera des solutions à Oui. toutes sortes de problématiques. Mais ça, c'est l'obsession des cosmopolites. C'est bien Soros est dans cette idée-là. C'est un petit peu leur chef Ouais, de file. donc on parle, et bien entendu, ça ne peut passer que par l'effacement des nations, Pierre-Antoine, Voilà, par leur forcément. dilution progressive. C'est-à-dire que Ouais. Mm. Soros a bien compris, parce que c'est un investisseur et quelqu'un qui agit sur les places boursières, il a un peu calqué sa méthodologie sur ça. C'est-à-dire, en fait, il mise sur des tendances dans les sociétés et il va utiliser ces tendances pour miner les sociétés de l'intérieur et les Mm. diluer. Parce qu'il a compris que si on attaque frontalement un État-nation, eh bien, il résiste, il se durcit, il Ouais. comprend qu'il y a une attaque. Donc, il faut arriver à progressivement à le subvertir, c'est de la subversion. Et Mm. concrètement, ça passe par exemple, avoir des agents d'influence comme des politiciens, notamment au sein du Parlement européen. En 2019 était paru un document de l'Open Society qui listait les alliés potentiels au sein du Parlement européen. Ah Et il y oui. avait quand même, je crois, 229 députés qui étaient Ah oui. considérés comme favorables ou au moins non hostiles Ouais. à l'Open Society. Après, c'est Mm. aussi, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, Mm. donc les enquêtes de certaines ONG ont montré qu'elle était complètement, là aussi, phagocytée par des juges qui étaient liés à l'Open Society, juges qui eux-mêmes, parfois, devaient juger des affaires où l'Open Society était impliqué.
Donc, on voit là des conflits d'intérêts énormes. Donc, après, il y a aussi la possibilité de créer des institutions, comme par exemple l'European Council on Foreign Relations, qui a été créé sous l'impulsion de George Soros et qui se veut un think tank pan-européiste dans lequel participent nombre de chefs d'État et qui essayent de pousser cet agenda-là. C'est un agenda que j'appelle euro-globaliste. C'est-à-dire, c'est l'idée de faire une Union européenne, mais conforme aux vues mondialistes, pas une Union européenne souveraine. Parce que ça aussi, c'est le piège qui nous est souvent vendu par des gens comme Macron, c'est l'idée que pour être souverain à notre époque, il faut l'Union européenne. Oui, mais quelle Union européenne? Eux, leur Union européenne, c'est une Union européenne qui sera une espèce de région monde d'un futur État mondial. Et donc, c'est ça leur Union européenne. Oui, c'est très intéressant. Et il nous reste encore 5 minutes, Pierre-Antoine Plaquemant. Vraiment, ce livre, je vous conseille de l'acheter parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Je le dis, c'est des livres structurants qui permettent de mieux comprendre ce que nous vivons collectivement. Vous nous parlez notamment de la chaîne du pouvoir politique réel qui est constituée, selon vous, de la finance internationaliste, des médias de masse, la technocratie des organisations de l'appareil des ONG, ensuite de la politique spectacle du parlementarisme. Là, je pense qu'on est en plein dedans. Et enfin qui? Enfin, les populations, vous appelez ça le cheptel humain, c'est-à-dire nous, je vous cite, les sans-dents et les gilets jaunes. C'est ça pour vous concrètement, ça, voilà, cette chaîne du pouvoir politique réel, et ça plaque avec ce qu'on voit aujourd'hui quand même, ce qu'on constate malheureusement. Le cheptel humain, vous savez, c'est un terme qu'utilisait lui-même Karl Popper pour décrire les habitants des sociétés non ouvertes. Donc il parlait il appelait ça human cattle, le cheptel humain. Et en fait, effectivement, le vrai pouvoir, il est là. Et donc on a bien vu, on a pu rester plusieurs mois sans gouvernement. Enfin, c'est pas ça qui. En fait, ça pose la question de où est le politique à notre époque et comment il fonctionne. Et en fait, on a cette espèce d'écran de fumée en permanence. On a des gens qui sont impersonnels. Souvent, on se dit comment c'est possible, ils sont incompétents. Non, ils ne sont pas incompétents. Ils sont choisis parce qu'ils sont corrompus et pour nous amener là où leurs maîtres veulent nous amener. Et leurs maîtres, ce sont les vrais décisionnaires. C'est donc, comme je vous disais, c'est la finance mondialiste. Et ensuite, regardez la force. Je dirais du soft power médiatique. Enfin, c'est ça qui forme les opinions. C'est pour ça qu'ils sont maintenant inquiétés justement par des médias comme vous. C'est-à-dire ils veulent contrôler ces nouveaux médias. Bill Gates en parle régulièrement. Il faut qu'ils empêchent qu'il y ait une expression libre qui va faire que les gens se posent des questions et vont de nouveau créer un débat démocratique. Donc ces gens-là, le problème, c'est qu'ils utilisent la façade démocratique, mais pour un projet qui, en fait, est d'essence totalitaire. C'est ça la Hillary Clinton, d'ailleurs, s'est plainte récemment, il y a quelques jours, notamment des réseaux sociaux qui entameraient la démocratie, qu'il faudrait réguler. Ce qu'ils appellent, en fait, c'est orwellien. Quand ils parlent de démocratie, il faut comprendre, ça entame leur hégémonie. Et il y a cette idée, et en fait, finalement, l'idée de société ouverte, c'est en cybernétique, c'est un domaine qui a beaucoup influencé Soros. On parle de reconfigurer des équilibres. Donc, vous voyez, une fois qu'on a dissous, en fait, l'idée de société ouverte, elle sert à dissoudre les équilibres existants et ensuite à les recomposer dans des nouveaux équilibres, le nouvel ordre mondial, si vous voulez. Et en fait, l'ouverture, elle n'a qu'un temps. Elle a le temps qui est nécessaire pour miner les défenses de l'adversaire. Et puis ensuite, là, par contre, on installe un système technocratique autoritaire, mais qui ne va pas se dire comme autoritaire. Il y en a plus, justement, donc ils ont pris l'expérience du passé et ils agitent même les images du passé, donc avec cette idée que tant que l'autoritarisme ne sera pas habillé en pantalon bouffant en cuir avec une cravache, on ne le reconnaîtra pas. Non, l'autoritarisme, maintenant, il est plus subtil. Il utilise, c'est un peu la phrase qu'avait utilisé Churchill à l'époque, les fascistes de l'avenir se feront appeler antifascistes. Eh bien, on est dans quelque chose comme ça. Ces gens-là se font appeler démocrates, alors que ce sont les plus grands autoritaires et les plus gros. Leur but, c'est de créer une oligarchie au sens propre. Alors, dernière question là-dessus, à ce sujet intéressant, vous parlez aussi des Gilets jaunes, vous en parlez récemment. Les Gilets jaunes, est-ce que ça peut être finalement le retour des Gilets jaunes ou des Français en colère ou d'un peuple qui a compris finalement, est-ce que ça peut entraver cette volonté de puissance, pour reprendre Nietzsche, mais de très loin, de Soros et de la société ouverte finalement? Est-ce que ça pourrait déboucher sur quelque chose de plus démocratique et barrer la route à ces gens, selon vous, Pierre-Antoine Plaquemant? Le problème des Gilets jaunes, c'est que en fait, ça manquait
justement, c'est une révolte de la partie de la population qui avait compris qu'il y avait un problème, mais il manque en quelque sorte un appareil politique pour arriver à ça. Et le problème, c'est qu'après, on arrive sur effectivement les appareils politiques existants, selon moi, sont actuellement inefficaces. Donc, ce qu'on pourrait avoir, c'est une rencontre de la population réfractaire, type gilet jaune, avec des segments, on pourrait dire, de la partie d'une certaine bourgeoisie ou d'un certain capitalisme qui comprend qu'elle aussi, elle va perdre à ce jeu-là. Et je pense que c'est ce qui se passe aux États-Unis. On voit certains secteurs, Trump lui-même est issu de l'immobilier, du capitalisme immobilier. On a Musk, si on a des convergences de ce capitalisme-là, on pourrait dire plus techno-industriel, etc., avec la population et contre ces gens-là qui en fait sont dans le pur capitalisme spéculatif, on peut peut-être avoir là une force qui commence comment dire, à s'opposer à ça. Et donc ça, c'est en interne, je dirais, à l'Occident. À l'extérieur de l'Occident, c'est déjà en cours. C'est ce que font la Russie et la Chine en essayant de coaliser autour d'eux. Eh bien, là, c'est ce qu'ils appellent maintenant la majorité mondiale. Donc, c'est les deux fronts face auxquels est confronté le mondialisme politique, c'est-à-dire ce front géopolitique et les réfractaires en interne. Les déplorables. Dernière micro-question avant de vous libérer. Est-ce que Donald Trump, l'élection de Donald Trump, on verra, hein, s'il est élu, ça peut entraver cette marche-là, selon vous, Pierre-Antoine, ou pas? Ah oui, je pense que totalement, ça peut l'entraver. Comment dire? Ça ne veut pas dire qu'après, on sera dans une situation. Enfin, ces réseaux-là ne dorment jamais. Vous savez, quand il y avait eu l'élection durant le mandat de Trump, eh bien, ils ont déclenché, en plus du Covid, et il y a eu la séquence Black Lives Matter, où là, j'avais là aussi fait toute une enquête à l'époque qui montrait tous les financements des réseaux Soros à toutes ces ONG. Et donc, ils peuvent allumer toutes sortes d'incendies. Si vous aviez, par exemple, en France, demain le Front National, le Rassemblement National passé, eh bien, ils pourraient déclencher des soulèvements via leurs ONG et habiller ça de manière démocratique, pseudo-démocratique pour l'étranger. C'est la méthodologie qu'ils emploient depuis des années quand ils veulent déstabiliser des régimes de quelque nature que ce soit. C'est-à-dire, eux, c'est ça qui est intéressant, et il faut arriver à penser comme eux, c'est-à-dire ils sont au-delà des idéologies, ils voient vraiment les choses en termes de rapport de force, et je dirais presque de physique sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Et du coup, ils peuvent instrumentaliser tout, c'est-à-dire des LGBT, aux néo-nazis en Ukraine, aux islamistes dans les pays arabes, tout ce qui est nécessaire, du moment que vous arrivez avec l'argent pour payer des gens, eh bien, vous pouvez utiliser des causes de ce type-là. Ce qui a été dit en Ukraine par Soros, un journaliste lui posait la question, un journaliste américain, mais tout de même, il y a beaucoup d'antisémites chez les nationalistes ukrainiens, ces gens-là. Il avait dit, mais peu importe, l'antisémitisme est structurel dans ce pays, mais si nous, ça nous profite, finalement, c'est pas grave. Et puis, en gros, il vit pas à côté, lui. Donc, c'est ça aussi, c'est que ces gens-là, par exemple, vont favoriser des phénomènes, mais dont ils sont protégés dans les quartiers où ils sont. Eux-mêmes sont transnationaux, ils peuvent aller d'un pays à l'autre. Ils ne sont pas impactés par ces choses-là. Donc, ils transforment notre mode de vie à nous, mais le leur reste stable. C'est ça qu'il faut voir. Oui. L'endogamie et la petite oligarchie restent entre elles. On est bien d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Pierre-Antoine Plaquevent. Chers amis, achetez ce livre-là, Soros et la société ouverte. Pierre-Antoine Plaquevent, avant-propos de Xavier Moreau et post-face de Lucien Cerise. N'hésitez pas. Les maisons d'édition, c'est Racine et Culture. Voilà, n'hésitez pas. Culture et Racine. Culture et Racine. Soyons précis. Merci beaucoup, Pierre-Antoine, d'être venu ce matin avec nous pour Toxin. Et bien sûr, on vous réinvitera. On vous souhaite une excellente journée, un bon vendredi, un bon week-end. Merci d'être venu sur Toxin. Merci beaucoup. À vous. Bonne journée. Au revoir.